Une barista résout le problème d'un client en 6 langues, sans se douter qu'elle est en train d'aider le PDG d'une multinationale. C'était l'une de ces soirées new-yorkaises où tout semblait se précipiter, pourtant suspendu dans l'air. Les flocons de neige tombaient doucement sous la lumière ambrée des lampadaires, traçant un voile flou sur les vitres de Maple Roast, ce café chaleureux niché entre des immeubles gris et froids. À l'intérieur, le cliquetis rassurant des tasses et la basse d'un jazz discret offraient un refuge contre le froid mordant. Dans un coin reculé, Nathan y était penché sur son ordinateur portable, insensible au confort qui l'entourait. PDG de Transglobe Logistique, réputé pour sa précision et sa clairvoyance, il se retrouvait maintenant confronté à quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler, la langue. Un contrat de transport crucial en provenance de Marseille venait d'arriver dans sa boîte mail, entièrement rédigé en français, annexes et clauses comprises, avec des modifications tarifaires actualisées. Un changement de port de dernière minute nécessitait confirmation dans l'heure suivante, sous peine de perdre la place de son cargaison sur un navire transatlantique. Un retard pouvait se transformer en millions de pertes, en complications juridiques et en chaînes logistiques réacheminées. Son traducteur habituel était hospitalisé, et le remplaçant ne répondait pas. Nathan passa une main sur son visage, épuisé. Il avait tenté d'utiliser un traducteur en ligne, une fois, puis deux, mais les résultats étaient maladroits, des mots complètement erronés et surtout, les subtilités légales disparaissaient. Une seule mauvaise interprétation pouvait lui coûter cher, payer des frais de port qui n'étaient pas à sa charge. C'est alors qu'il la remarqua. Ellie, la barista à la queue de cheval blonde, aux mains sûres et à la présence apaisante derrière le comptoir. Elle lui servait son café presque chaque semaine depuis 6 mois. Toujours polie, jamais intrusive. Mais ce soir, quelque chose changea. Elle s'approcha. Sa voix était douce, mais pleine d'assurance. Vous semblez avoir quelques difficultés avec le français. Je le parle un peu. Si vous voulez, je peux jeter un œil. Nathan cligna des yeux, surpris par la proposition. Une fraction de seconde, il hésita. Ce n'était pas une simple liste de courses, mais un contrat multimillionnaire, un document légal. Pourtant, en plongeant dans ses yeux, il ne vit ni curiosité ni ambition, seulement honnêteté et peut-être une trace d'empathie. Il acquiesça. Ellie ne s'assit pas, mais se pencha légèrement sur la table, scrutant l'écran. Ses yeux bougeaient rapidement, concentrés. Puis elle commença à parler. Sa voix était basse, précise, attentive. Elle traduisit la clause d'ouverture à voix haute, puis la section sur les tarifs de transport, ajustant au fur et à mesure le contexte qui apparaissait. Sa voix restait stable. Elle utilisait les termes exacts, droit de document, au lieu de frais génériques de port, corrigeant même l'ordre des dates pour respecter la structure formelle française. Ce n'était pas du hasard, c'était de la compréhension. Nathan la regardait plus qu'il ne l'écoutait. Elle ne lisait pas seulement, elle décodait. Puis elle marqua une pause. Je peux jeter un œil à l'annexe? Celle en allemand. Les sourcils de Nathan se haussèrent, mais il fit défiler la page sans rien dire. Ellie la lut avec une concentration silencieuse, corrigeant l'interprétation d'une phrase massacrée par l'outil de traduction. Et cette ligne sur les frais de recherche de transport, monsieur, les frais de retard, ce n'est pas seulement des délais. Cela signifie des frais pour le dédouanement tardif. C'est une clause contractuelle, pas une fenêtre de retard. Nathan la regarda, stupéfait. Vous lisez aussi l'allemand? Elle esquissa un petit sourire et inclina légèrement la tête. Un peu. Laissez-moi voir la dernière page. Là, dans les petits caractères, une note en espagnol indiquait des exceptions pour l'assurance cargo selon la juridiction. Ellie ne perdit pas de temps. Ceci est mal formulé. Cela implique une responsabilité totale. En réalité, ils veulent dire responsabilité partielle, sauf en cas de négligence. Il y a une énorme différence. Nathan referma son ordinateur à moitié, comme quelqu'un qui recule devant une peinture qui le regardait de trop près. Il la regarda, non avec scepticisme, mais avec quelque chose de nouveau, l'admiration. Vous maîtrisez ces 3 langues? Ellie attrapa la cafetière sur sa table et remplit sa tasse avec une aisance naturelle. 6, murmura-t-elle, puis retourna derrière le comptoir, reprenant son nettoyage comme si elle n'avait rien fait de plus qu'un service quotidien, ignorant qu'elle venait d'épargner une fortune à une multinationale. Nathan resta immobile. La neige continuait de tomber dehors, silencieuse et lente, comme ce moment qu'il venait de vivre, un moment qui n'avait pas besoin d'être bruyant pour tout changer. Le flux du café s'était calmé.
Le ciel était devenu indigo profond, et la neige persistait, douce et constante. À l'intérieur, le murmure des conversations s'était dissipé, ne laissant que le sifflement occasionnel de la machine à espresso et le bruit des touches sur l'ordinateur de Nathan. Ellie, à distance, essuyait le comptoir, mais ses yeux revenaient sans cesse vers l'homme dans le coin. Elle remarqua sa façon de fixer l'écran, non plus dans la panique, mais dans une autre émotion, réflexion, hésitation, peut-être incrédulité. Après un moment, Nathan tourna lentement son ordinateur vers elle. « Pourriez-vous jeter un œil à une autre section ?» Ellie s'approcha sans mot dire. Il ouvrit l'annexe italienne, la partie que la plupart des gens zappent. Elle parcourut le texte, le front légèrement froncé, puis indiqua une phrase enfouie au milieu d'un paragraphe dense. Sa voix resta calme, mais désormais plus incisive. Cette ligne sur les frais de stockage calculés sur le volume brut semble anodine, mais ce n'est pas le cas. Nathan se pencha. Si vous laissez cette formulation, expliqua-t-elle, ils peuvent appliquer des frais d'entrepôt sur le volume brut et non sur l'espace réellement palettisé. Cela signifie que, s'ils veulent empiler de l'air, ils peuvent vous facturer pour cela. Elle tapa une autre ligne juste en dessous. Et il l'associe au statut de détention douanière, ce qui veut dire que si votre cargaison est retardée pour une quelconque formalité douanière, ils peuvent la classer en stockage mort. C'est une faille contractuelle, et coûteuse. Combien coûte-t-elle ? Demanda Nathan. Des millions, selon la durée. Et ils n'auront même pas à vous prévenir avant que les frais soient engagés. Nathan fixait l'écran, puis expira lentement. Il avait lu cette section. La division juridique aussi, 3 fois. Aucun d'eux n'avait relevé le problème. Je peux la reformuler pour vous, dit Ellie en sortant un stylo noir de son tablier. Pour l'instant, juste en anglais. Vous aurez besoin d'un traducteur juridique pour la version finale, mais cela suffira. Elle griffonna une nouvelle version sur une serviette en papier. Claire, concise, sans ambiguïté. Elle prenait en compte le stockage, la responsabilité, les exceptions douanières et la durée maximale. Seul quelqu'un qui maîtrise la langue et comprend le poids du silence dans un contrat pouvait corriger ainsi. Nathan regarda la serviette comme une bouée de sauvetage. Il ne savait pas ce qui le surprenait le plus, l'erreur qu'elle avait repérée ou le fait qu'elle l'avait repérée plus vite que toute la division juridique. Vous avez étudié cela ? Droit, logistique ? Ellie haussa légèrement les épaules, un léger sourire sur les lèvres. Les langues, dit-elle. Le reste, je l'ai appris sur le terrain. Nathan voulait en savoir plus, comment ? Où ? Pourquoi ? Mais quelque chose dans son expression l'empêchait de poser d'autres questions. Un silence s'installa, plein, mais pas gênant. Il ferma son ordinateur et, pour la première fois de la journée, respira. Je vous dois un dîner, dit-il enfin, debout, rangeant sa chaise. Un vrai dîner, pas juste du café et des papiers. Le visage d'Ellie se détendit, mais elle secoua doucement la tête. Merci, mais je ne peux pas. Je dois récupérer mon fils, expliqua-t-elle simplement, en enfilant son manteau. La garderie ferme à 7 heures. Elle acquiesça poliment, puis disparut dans la neige. Sa silhouette se brouilla derrière la vitre givrée, avant de disparaître dans la soirée hivernale. Nathan resta immobile. Derrière lui, la machine à espresso siffla à nouveau, mais dans sa tête, tout ce qu'il entendait, c'était sa voix, claire et assurée, lisant entre les lignes d'un contrat, et entre les lignes de sa journée. Et ainsi, la femme qui venait de sauver son entreprise d'une énorme erreur était partie, sans rien demander en retour. La neige avait continué à tomber lorsque son service prit fin. La lueur dorée de Maple Roast s'éteignit, laissant place au gris bleu de la ville. Nathan resta assis dans sa voiture, moteur au ralenti, phares éteints. Il attendait, non par suspicion ou curiosité, mais avec quelque chose de plus doux, une gratitude qui ne savait où se poser. Il observa Ellie sortir, son fils Benjamin serré contre elle, une grosse écharpe autour du cou et son bonnet couvrant ses cheveux blonds. En un mouvement fluide, elle se baissa et le souleva dans ses bras. Il avait environ 4 ans, vêtu de 2 manteaux fins, les joues roses du froid. Il ne protesta pas. Il se laissa simplement porter. Nathan cligna lentement des yeux. Elle n'avait jamais mentionné un enfant, jamais laissé transparaître le poids qu'elle portait en dehors des langues et des mousses de latte. Il la suivit à distance, assez pour garder un œil sur elle, pas assez pour l'alarmer. Ils parcoururent plusieurs pâtés de maisons sur des trottoirs boueux, sous des lampadaires vacillants. Elle ajustait le poids de l'enfant,
avec la maîtrise de quelqu'un qui fait cela depuis 1000 fois. Ils passèrent devant des vitrines de Noël illuminées. Ellie s'arrêta devant un petit marché à l'enseigne fanée. À l'intérieur, elle prit un pain, une boîte d'œufs, quelques bananes. Rien de superflu, pas d'achat impulsif. Nathan remarqua qu'elle hésita devant les chocolats de Noël, puis continua sans toucher. À la caisse, elle paya en espèces. Puis, agenouillée, elle remit l'écharpe autour du garçon et l'embrassa sur la tête avant de retourner dans le froid. Le dernier tronçon les mena à un immeuble bas en briques, peinture écaillée, porche cassée. Le genre de lieu qu'on ignore en passant. Ellie stabilisa les courses d'une main, remit l'enfant sur sa hanche et disparut à l'intérieur. Nathan resta longtemps dans sa voiture, fixant la porte. Il n'avait pas imaginé une telle scène, une femme capable de déjouer des failles légales internationales et de ramener son fils à la maison dans la neige comme si c'était un mardi ordinaire. Plus tard, cette nuit-là, il revint. La rue était silencieuse, la neige étouffant le monde comme une couverture épaisse. Il se gara en face, serra son manteau, et s'avança sur le perron avec un petit sac en papier. À l'intérieur, quelques crayons, un ours en peluche, des chocolats, des gants pour enfants. Entre les plis, une enveloppe scellée, sans nom ni adresse, contenant quelques centaines de dollars et une carte pliée. Merci d'avoir sauvé une route maritime mondiale avec un stylo et une serviette. Juste gratitude, sans condition. Il posa le sac devant la porte, fit quelques pas en arrière. Pas de coup, pas d'annonce. Nathan retourna à sa voiture et disparut dans la neige, ne laissant que la chaleur d'un geste silencieux. Le hall de Transglobe Logistique était élégant et silencieux, vibrant de l'efficacité d'une multinationale. Les murs de verre encadraient Midtown Manhattan, et l'odeur de marbre poli flottait dans l'air. Ellie se tenait à l'entrée, la main de son fils serrée dans la sienne. Benjamin tenait son ours en peluche sous un bras, les yeux écarquillés face aux plafonds imposants et aux escalators en mouvement. Dans l'autre main, Ellie serrait une enveloppe blanche contre son manteau. Elle s'avança vers l'accueil. Le garde de sécurité, un homme d'une cinquantaine d'années, regarda son écran. « Vous avez rendez-vous ? » »« Non, » répondit-elle poliment. « Je viens remettre quelque chose à Monsieur Hay. »« C'est personnel. » Le garde fronça légèrement les sourcils. « Monsieur Hay ne reçoit pas les visiteurs sans rendez-vous. »« Je comprends, mais pourriez-vous juste lui dire, madame, je ne peux pas vous laisser passer. Veuillez vous écarter. » La voix d'Ellie se noua. Elle regarda autour d'elle. Plusieurs employés passèrent, manteaux de marque bruissants, yeux rivés sur elle et Benjamin, et évaluation rapide, comme pour détecter quelque chose d'intrusif. Puis une voix résonna derrière elle, claire et assurée. « Aidez-la, étranger. » Ce n'est pas une étrangère. Tous se retournèrent. Nathan se tenait à l'autre bout du hall, manteau encore sur le dos, attaché à sa mallette. Son regard ne vacilla pas. Il avançait, le garde redressa la posture. Nathan arriva à Ellie, regarda Benjamin, puis elle. « Vous êtes venu jusque-là. »« Je ne voulais pas garder l'argent, » dit-elle doucement, tendant l'enveloppe. « Je n'ai rien fait pour recevoir quelque chose en retour. J'ai aidé parce que quelqu'un avait besoin d'aide. » Nathan prit l'enveloppe, mais ses yeux restaient sur elle. « Vous n'aviez pas besoin de la ramener. »« Je l'ai fait, » répondit-elle. « Et si vous avez encore besoin d'aide pour des contrats, des traductions ou autres, je préfère le faire correctement, pas en faveur, mais comme un travail. » Nathan acquiesça lentement. « Nous venons de recevoir une révision de contrat de Tokyo. Le service juridique est en retard sur la traduction. C'est technique, assurance fret, exception douanière. Personne dans mon équipe ne maîtrise assez la langue. » Ellie inclina la tête, réfléchissant. « Forme polie ou simple ? » Les deux. Elle hocha la tête avec assurance. « Envoyez-le-moi. » Benjamin tira sur son manteau, et elle se pencha pour lisser ses cheveux, lui murmurant quelque chose qui le fit sourire. Nathan se tenait à ses côtés, impressionné et silencieux. Il n'avait plus l'air d'un PDG maintenant, mais plutôt de quelqu'un qui venait de se rappeler ce que signifiait la confiance. Il regarda le gardien, la voix basse mais ferme, « La prochaine fois qu'elle viendra, ne demande pas de rendez-vous. » Puis il se tourna vers Ellie. « Bienvenue chez Transglobe. » Les premières semaines s'écoulèrent dans un calme presque parfait. Ellie venait 3 après-midi par semaine, parfois 4. Son bureau était installé près du département traduction et juridique, au 12e étage,
à l'écart du tumulte des opérations logistiques. Elle gardait la tête baissée, ses notes étaient précises, ses suggestions directes et pertinentes. Après la 2e semaine, personne ne s'étonnait de sa présence. Pas quand elle révisait une clause douanière portugaise qui sauvait une cargaison d'un retard à Sao Paulo, ni lorsqu'elle détectait un terme de responsabilité mal traduit dans un contrat de grande valeur. Elle parlait peu, ne se mettait pas en avant, mais son travail se suffisait à lui-même. Nathan le remarqua. Il n'était pas intrusif, mais il voyait. La façon dont elle lisait vite, avec une compréhension totale, la façon dont elle passait d'une langue à l'autre comme si son esprit changeait simplement de vitesse. Pourtant, malgré sa maîtrise, elle disait très peu d'elle-même. Un soir, bien après que le bureau se fût vidé, Ellie était encore à son bureau. Nathan passa, son manteau plié sur le bras, fit une pause, puis entra dans la pièce. « Tu travailles tard ?» demanda-t-il. « Je termine juste les clauses pour le fret de Singapour. » Ils avaient ajouté une section en mandarin en page finale. Nathan s'appuya contre le cadre de la porte, l'observant défiler sur son écran. « J'ai une question, dit-il doucement. Ellie leva les yeux. « Je ne comprends toujours pas, continua-t-il lentement. Tu parles 6 langues. Tu repères ce que la plupart des consultants juridiques manquent. Comment est-ce possible ?» Ellie hésita, son regard se perdant par la fenêtre. La neige tombait de nouveau, saupoudrant les toits d'un blanc délicat. « Quand la vie ne se traduit pas pour vous, murmura-t-elle, vous apprenez à la traduire vous-même. » Nathan ne posa aucune autre question. Il n'en avait pas besoin. Ils restèrent un long moment en silence, assis côte à côte à la petite table près de la fenêtre. Les lumières étaient éteintes, seule la lueur de la ville filtrait à travers le verre. Des éclats jaunes et rouges se mêlaient aux flocons. C'était l'un de ces instants où les mots sont inutiles, juste un silence partagé et la conscience tacite qu'ils avaient tous deux appris, chacun à leur manière, à survivre sans attendre qu'on leur explique la vie. Quelques jours plus tard, c'est Benji qui mit fin à ce calme. C'était en milieu de matinée. Ellie était en train de réviser une série de termes d'expédition en français quand son téléphone vibra. Elle le consulta, s'immobilisa, puis se leva. Nathan la remarqua depuis le couloir. « Tout va bien ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Puis le téléphone sonna de la garderie. « Benji a de la fièvre. Ils ont besoin que je vienne. » Nathan ne cligna pas des yeux. « Où est-il ? » Upper West Side. Je vais conduire. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais il enfilait déjà son manteau. Ils roulèrent en silence sous une neige légère. Le trafic, étrangement clément ce jour-là, laissa passer leurs pas. À la garderie, Benji était recroquevillé sur un petit lit, les joues rouges, le front chaud. Ellie se pencha, caressant ses cheveux. Nathan resta près de l'entrée, immobile. Quand Ellie voulut le prendre dans ses bras, il s'avança. « Laisse-moi faire, dit-il doucement. » Il porta Benji jusqu'à la voiture, avec l'aisance de quelqu'un qui avait déjà fait ça auparavant. Ellie ne demanda pas pour qui il avait fait cela, elle se contenta de regarder. À l'hôpital, ils attendirent. Rien de sérieux, juste une fièvre virale, quelques heures, un peu de repos et des fluides. Ellie resta assise près du lit. Nathan apporta du café sans demander. Plus tard, alors que Benji somnolait sous les draps blancs et que l'infirmière avait tamisé la lumière, Nathan s'appuya contre le mur près de la fenêtre. « Tu sais, dit-il doucement, la prononciation italienne de ce petit est plus claire que la mienne. » Ellie esquissa un léger sourire. « Il adore que je lui lise des histoires dans différentes langues. Il croit que c'est de la magie. » Nathan la regarda, puis le petit garçon endormi. « Et ça l'est » murmura-t-il. La tension ne s'était pas installée d'un coup. Elle s'était glissée comme un courant d'air venant d'une vieille fenêtre mal fermée. Elle passait par les regards échangés près de l'ascenseur, par des conversations qui s'interrompaient juste assez longtemps pour piquer quand Ellie entrait dans la pièce, par des chuchotements glissés dans des plaisanteries prétendument légères. Au début, Ellie ignora. Elle était habituée depuis longtemps à être sous-estimée, par des clients qui l'appelaient « ma chère » en commandant un latte, par des professeurs qui la négligeaient lorsqu'elle venait en classe avec son bébé, par des employeurs qui la considéraient comme un simple intérimaire. Elle avait appris à avancer malgré tout, mais cette fois, c'était différent. Plus ciblé, plus délibéré. « Tu faisais du café en bas, non ?» murmura une voix. Fou comme certains progressent vite quand le PDG les remarque. Elle doit être vraiment douée pour quelque chose.
Le rire qui suivit était doux, mais les sous-entendus tranchants. Pourtant, Ellie continua de travailler. Elle passa au crible un contrat de fret ferroviaire turc, corrigea une mauvaise traduction dans un accord douanier russe qui aurait pu coûter des centaines de milliers à l'entreprise, termina l'audit trimestriel demandé par Nathan 3 jours avant la date limite. Chaque tâche était méticuleuse, complète, professionnelle. Cela ne changeait rien. Elle sentait le changement dans l'air autour d'elle. Les collègues qui lui adressaient auparavant un signe de la main traversaient maintenant le couloir avec des hochements polis et rapides. Les messages Slack perdaient leurs émojis, les leurs salutations. Dans les réunions, les conversations se déplaçaient autour d'elle, plutôt qu'avec elle. Elle se répétait que cela passerait, que le travail importait plus que tout. Puis, un après-midi, en passant devant une salle de conférence, elle entendit. La linguiste du LAT, dit une voix, amusée. Elle doit mieux mousser les contrats que le lait. Un silence, puis un rire juste assez fort pour qu'elle entende. Quelque chose en elle bascula. Ce soir-là, tard, alors que la plupart des étages étaient plongés dans l'obscurité, Ellie resta en arrière. Elle ramassa silencieusement ses affaires personnelles, une clé USB, un carnet griffonné en 5 langues, un dessin encadré de Benji, les crayons formant l'image d'elle au bureau, légendé maladroitement, maman au travail. Elle posa la lettre de démission sur son bureau. Pas de drame, pas de larmes, juste la dignité tranquille de quelqu'un qui sait exactement quand partir. Le lendemain matin, elle arriva tôt, avant le flux d'emails, avant les regards curieux, avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Elle venait seulement rendre son badge, transférer quelques fichiers, et partir sans bruit. Alors qu'elle classait les derniers dossiers, elle entendit des pas derrière elle. Nathan se tenait dans l'encadrement de la porte, toujours en manteau. Il observa le bureau presque vide, puis Ellie, expression indéchiffrable. « J'ai entendu », dit-il simplement. Ellie ne leva pas les yeux. Nathan s'avança et posa un dossier sur la table, un épais classeur méticuleusement étiqueté. À l'intérieur, le cadre finalisé pour l'initiative interne de système linguistique, une proposition qu'Ellie avait construite discrètement des mois auparavant pour unifier les opérations multilingues de Transglobe en un standard global fluide. Le tampon dans un coin proclamait « Approuvé ». Au sommet, une carte de visite blanche, élégante. Lettre nette, en relief, Ellie Winters, directrice de l'intégration linguistique mondiale. Elle la fixa. La voix de Nathan était calme mais ferme, ce n'est pas une promotion. C'est un rôle que tu as créé. Un rôle dont cette entreprise ne savait même pas qu'elle avait besoin avant ton arrivée. Ellie croisa enfin son regard. Sa voix, basse mais claire, je ne veux pas d'un titre donné par des murmures ou par pitié. Nathan ne cligna pas, je ne te le donne pas. Je nomme ce que tu as déjà construit. Le silence s'étira, long, lourd de tout ce qui n'était pas dit. Dehors, la neige recommençait à tomber, douce, régulière, indifférente aux opinions. Ellie referma lentement le classeur, caressant la carte de son pouce. Elle ne dit pas oui, mais ne la rendit pas non plus. Lucerne brillait sous un rideau tranquille de neige. La ville, blottie entre lac et montagne, semblait une peinture arrêtée à mi-coup de pinceau, douce, immobile, presque irréelle. Nathan, Ellie et le petit Benji marchaient ensemble sur les pavés près de l'eau. Les lumières de la vieille ville se reflétaient dans le fleuve. Leurs pas faisaient à peine du bruit sur la neige. Il était tard, mais Benji, éveillé, emmitouflé dans son manteau rouge, tenait une barre chocolatée qu'il avait charmée à un concierge plus tôt. Il bavardait doucement des canards sur le lac, de l'ascenseur de l'hôtel, des 3 langues qu'il avait entendues dans le hall ce jour-là. Nathan marchait, une main dans la poche, l'autre tenant celle de Benji ganté. Ellie suivait légèrement derrière, observant comment Nathan ralentissait pour s'aligner sur les pas courts de Benji, comment il l'écoutait vraiment. Elle ne savait pas quand cela avait changé. Quand Nathan avait cessé d'être le puissant exécutif pour devenir cet homme qui lit des histoires en espagnol approximatif, qui montre à Benji comment tenir sur un vélo, qui attend à l'extérieur du cabinet dentaire pour qu'il n'y aille pas seul. Ils traversèrent un petit pont de pierre, la neige tombant plus lourdement, effleurant manteau et cils. Leur hôtel brillait comme un phare. Benji courut devant eux en criant qu'il les avait battus jusqu'au hall. Ellie s'arrêta. Nathan se retourna. Elle resta silencieuse, les joues roses, le souffle visible dans l'air froid. « As-tu déjà pensé à mettre un nom sur ce que nous sommes » demanda-t-elle doucement. Nathan haussa légèrement les sourcils. Ellie ne recula pas. Sa voix était calme, assurée, « Je parle de nous, toi et moi. »
Nathan ne répondit pas immédiatement. Il la regarda vraiment. La neige scintillant dans ses cheveux dorés, ses yeux vulnérables mais confiants. Puis, sans un mot, il s'avança, sortit quelque chose de sa poche et s'agenouilla dans la rue enneigée. Ellie étouffa un petit souffle. Nathan ouvrit le petit écrin en velours. La bague n'était pas extravagante. Pas de diamant trop gros, juste pure, belle, raffinée, comme choisie par quelqu'un qui valorise le sens plutôt que le spectacle. « Je n'ai plus besoin de définir ceci, dit-il, la voix rauque. Ellie, je t'aime, et j'aime Benji comme s'il était de ma chair. Je veux construire une vie avec vous deux. Pour de vrai. Sans espace entre nous. » Il la regarda. « Veux-tu m'épouser ?» Ellie ne parla pas immédiatement. Les larmes montèrent, qu'elle n'essaya pas de cacher. Elle le regarda, la main tremblante portée à sa bouche. Puis elle hocha la tête. Une fois, puis encore. Plus fort. Oui, murmura-t-elle. Oui. De l'autre côté du pont, Benji avait tout vu. Ses yeux s'illuminèrent. Il courut vers eux, lançant ses bras autour de la jambe d'Ellie. Elle a dit oui, cria-t-il. Elle a dit oui. Puis il se tourna vers Nathan, rayonnant. Je peux t'appeler papa maintenant ? Nathan laissa tomber l'écrin et les serra tous les deux dans ses bras, la voix brisée par l'émotion. Oui, mon garçon, tu peux. Ils restèrent ainsi, les trois, enveloppés dans un moment qui n'avait pas besoin de traduction. Un an plus tard, les vagues de l'Atlantique roulaient douces et lentes contre la côte du Maine. C'était un après-midi tranquille de fin de printemps, avec un vent mêlant sel et fleurs en éclosion. Un petit groupe se tenait sur une terrasse en bois, face à la mer. Pas de lustre, pas de salle de bal, seulement des chaises en bois flottaient, des rubans blancs flottant dans le vent, et le cri des mouettes depuis les rochers. Ellie se tenait au bout de l'allée, sa robe simple en lin ivoire flottant autour de ses pieds comme de l'écume. Ses cheveux blonds étaient tressés, ornés de brins de lavande du jardin de sa mère disparue, car cette plage, cette cérémonie, avait été le rêve de sa mère, un lieu qu'elle n'avait jamais atteint. Aujourd'hui, Ellie l'Y amenait en esprit. Nathan attendait sous un arc de fleurs blanches, vêtu d'un costume gris doux, sans cravate, une pochette pliée assortie à la lavande. À côté de lui, Benji, sérieux, tenant l'écrin avec les alliances, conscient du poids de l'instant. Quand Ellie atteignit le front de l'allée, ses yeux croisèrent ceux de Nathan. Rien d'autre n'existait. Pas les invités, pas le vent, pas les mois derrière eux. Seulement l'avenir, solide, partagé, choisi. La cérémonie fut brève. Promesses, rires, quelques larmes. Benji renifla alors du « oui », et Ellie s'agenouilla pour le serrer dans ses bras avant le baiser. Plus tard, lorsque les invités se dirigèrent vers le chapiteau de réception, Ellie se tenait seule sur le balcon de la maison de plage louée, regardant l'eau grise et infinie. Nathan vint derrière elle et l'enlaça, le menton posé légèrement sur son épaule. « Tu as déjà pensé, murmura-t-il, que la femme qui me servait mon café serait celle que j'aimerais pour le reste de ma vie ?» Ellie sourit, se blottissant contre lui. « Non, mais j'ai toujours su que je serais celle qui te comprendrait dans toutes les langues. » Nathan embrassa doucement sa tempe. « Et à partir d'aujourd'hui, je serai officiellement l'homme pour vous deux. » Elle se tourna dans ses bras, les mains sur sa poitrine. Sur la plage, Benji poursuivait les vagues, vêtu de son petit gilet et de son pantalon retroussé, criant de joie à chaque contact de l'eau avec ses pieds. Son rire portait au vent. Ellie et Nathan descendirent le rejoindre. Trois silhouettes, trois ensembles d'empreintes, trois villiers, non par le sang ou le hasard, mais par le choix, la confiance et quelque chose de plus silencieux que les mots. Ils marchaient le long du rivage, main dans la main, Benji entre eux, balançant les bras, les orteils éclaboussant dans l'écume. Le soleil baissait, teignant l'eau d'or. Les vagues murmuraient un langage que seul le cœur pouvait comprendre. Et voilà ce qu'était l'amour, ils parlaient toutes les langues, et parfois aucune. Une barista résout un problème de client en 6 langues. Mais, au final, c'était l'amour, cette langue qui n'a pas besoin de traduction.